Je suis habituée à venir vous voir régulièrement depuis bientôt 2 ans pour vous raconter mes avancées au tricot principalement. Ponctuellement, il peut y avoir un petit peu de crochet, de broderie, de couture, mais mon loisir créatif principal et de loin reste le tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, vous cherchez Mathilde Tricotte, vous allez retrouver mon logo et vous pouvez aller me suivre ici. Je partage quand même des choses assez régulièrement, presque quotidiennement, ou des petites aperçus de mes tricots en cours. Je partage souvent aussi des bons plans quand il y a des promotions sur des patrons principalement. Et j'annonce aussi quand je sors des vidéos, quand j'en sors pas, etc. Et vous me retrouvez aussi sur Ravelry. Dans la barre de description en dessous de cette vidéo, vous avez le lien. Sur Ravelry, ça va être Mathilde BTG, où vous allez pouvoir me retrouver. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je change pour Mathilde Tricotte, un de ces quatre. Mais bon, on verra. Alors, ça fait un moment, ça fait quasiment 10 jours, je pense, que je ne suis pas venue vous voir pour plusieurs raisons qui se mêlent les unes aux autres. Principalement, j'ai assez peu tricoté ces derniers temps et j'ai pas eu beaucoup de temps en fait. J'ai pas consacré beaucoup de temps au tricot, donc ni pour avancer mes projets et donc non plus pour filmer. Donc là, reviens vous voir, on est dimanche, je ne sais plus trop quel jour, exactement du mois de mars, et je viens vous faire un petit point sur mes avancées. Donc, avant d'aller plus loin, si vous me suivez depuis un petit moment, sûrement que la première chose que vous avez vue depuis que cette vidéo a démarré, c'est ce que je porte. Puisque oui, vous avez raison, je porte ma robe, la robe Augustine 21 de Anne-Sophie Welling. Ça y est, elle est terminée. Tadam. Voilà. Alors, pas mal de choses à vous dire sur cette robe. Donc déjà, si on refait une petite présentation un petit peu générale, on est sur une robe qui se tricote du haut vers le bas. On est sur une construction un petit peu particulière parce qu'il n'y a pas d'augmentation au niveau du corps avant vraiment la fin des manches. Donc on vient faire des augmentations, mais uniquement au niveau des manches. On vient faire une petite manipulation pour rendre ce côté un petit peu bouffant aux épaules. Normalement, une fois qu'on a fait le corps, on enchaîne avec la jupe, mais moi j'ai préféré faire les manches d'abord, donc c'est ce que j'ai fait. Je les ai volontairement faites 3/4 dans l'objectif de rendre la robe un petit peu moins, comment je pourrais dire, pas, moi je sais pas, que ça fasse un petit peu moins imposant en fait. Puisqu'on est quand même sur une grosse robe en laine avec des tricots avec des grosses aiguilles. Donc je trouvais que ça venait la rendre un peu plus légère. Donc je suis vraiment contente du rendu final. Ensuite, on vient créer la jupe. Et on termine avec la dentelle, puis un maille-corde. Voilà, grosso modo. Ça se tricote avec des aiguilles 10 mm. On est sur une grosseur worsted Aran, plus ou moins. Moi, de mon côté, je l'ai tricoté avec de la DK, de la double Sunday de Samnesgarn, doublé avec un fil de mohair de Samnesgarn également. Et comme je l'ai déjà conseillé à certaines d'entre vous, je conseille vraiment de ne pas descendre en dessous de cette grosseur de fil, pas moins que du DK plus lace, soit environ du worsted, parce que sinon vous allez avoir un rendu vraiment trop déjaugé. Moi je la trouve vraiment parfaite, sachant quand même que je tricote lâche, que je n'ai pas fait d'échantillon, mais j'ai probablement un échantillon un peu plus large que celui préconisé par le patron. Mais je pense qu'on est vraiment parfait au niveau du tissu, en tout cas parfait selon mes attentes, dans le sens où on a un tissu très léger, très aérien, mais qui est quand même opaque, on ne voit pas au travers. Alors ça prend quand même un petit débardeur, voilà, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transparence au niveau du corps, mais dans tous les cas, personnellement, je mets toujours quelque chose sous mes vêtements en laine, donc ça ne change pas grand-chose. Et vraiment au niveau de la jupe,
aucune crainte, en tout cas moi avec ce mélange là on voit vraiment rien. Bon là j'ai un collant noir en dessous, mais même je l'ai déjà essayé sans rien, juste pour voir la longueur, et voilà, il n'y avait vraiment aucun souci de transparence, qui était quand même un petit peu ma crainte, puisqu'on vient la tricoter quand même un petit peu déjaugée. Au niveau du patron, il est disponible, pas en français, il est disponible en anglais et en une ou deux autres langues, je crois. Il est très concis, il tient sur très peu de pages, mais il est très clair, ça n'empêche pas. Selon moi, il pourrait être accessible à des débutants. Il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de technique compliquée. Il faut juste pas s'attendre à être tenu par la main, où toutes les techniques seraient expliquées en détail. Là, c'est sûr que non, ça marcherait pas. Mais autrement, voilà, quand même accessible. Accessible aussi pour un patron en anglais. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, ça devrait fonctionner quand même. Avec l'aide d'un logiciel de traduction, ça m'inquiète pas. Surtout que, comme je vous dis, il y a très peu d'explications à traduire. Et voilà pour le général. J'ai utilisé en tout 500 grammes de DK et 200 grammes, je crois, de mohair. 1, 2, 3, 4, 5, 4 fois 5. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. 200 grammes de mohair et 500. Non, pas vrai, 400 grammes. J'ai utilisé 400 grammes de DK et 200 grammes de mohair, si je ne me trompe pas. Ce qui me fait quand même une robe qui a un certain coût, on ne se le cachera pas. J'ai essayé de limiter les coûts. Quand j'ai cherché mes laines, j'ai cherché des laines industrielles pour essayer qu'elles ne reviennent pas trop chères. Et même en me tournant vers des gammes type Drops, c'était quand même compliqué d'avoir quelque chose de pas trop cher, sachant que j'étais pas trop sûre non plus du type de laine vers lequel je pouvais me tourner. Je pense que si je la referais aujourd'hui, je prendrais plus de risque entre guillemets au niveau de la laine choisie, et je pourrais baisser le prix du rendu final. Mais à ce moment-là, quand j'ai magasiné au tout début sans l'avoir déjà fait, je pouvais pas vraiment aller plus bas que ce que j'ai fait. Là avec la Sandnes Garn, c'était un tout petit peu plus cher que la Drops, mais vraiment pas grand chose. Et si je ne me trompe pas, en tout et pour tout, ça m'aura coûté à peu près 160 $ de laine, soit un peu plus de 100 €, peut-être entre 100 et 115 €. Donc bon, ça reste quand même convenable entre guillemets pour une grosse pièce 100% laine, mais c'est sûr que c'est quand même un petit budget. Je pense que c'est le frein principal. Pour ce type d'ouvrage, c'est vraiment la quantité de fil en fait dont on a besoin qui fait que ça peut vite devenir assez coûteux. Là encore, on a assez peu de métrage finalement, puisqu'on est vraiment sur une laine, encore une fois, tricotée, déjaugée avec des grosses aiguilles. Mais c'est sûr que si on envisage faire une laine une robe un peu plus dense, c'est peut-être la première chose à laquelle penser selon moi, c'est le buté. Voilà. Quelques modifications, principalement le col. Alors le col, je l'ai laissé accru, c'est-à-dire que normalement on est censé faire un I-cord, et moi je l'ai laissé comme ça. Donc en fait ça c'est mon montage de base. Je sais plus ce que j'ai fait, probablement un long tail caston ou au pire un German twisted caston, mais là à vue d'œil je pencherais plutôt pour le long tail caston. Et en fait j'ai pas repris, tout simplement parce que premièrement j'avais peur que l'I-cord vienne trop alourdir visuellement l'encolure, et 2, la resserrer. Et au final, je trouvais que ça faisait propre, en fait, le montage était propre, et il n'y avait pas forcément besoin de plus de finition que ça, donc j'ai laissé comme ça. L'autre modification, c'est que j'ai enlevé une partie du motif de dentelle au niveau des manches, et je suis très contente de l'avoir fait. D'abord parce que là encore, je trouve que ça vient un petit peu alléger le rendu. Et en fait, à la base, j'avais pris la décision essentiellement parce que je trouvais ça difficile de faire la dentelle sur une petite circonférence avec des grosses aiguilles. Et donc, j'avais voulu voilà, faire le moins de dentelle possible. Donc, j'avais supprimé facilement les 10 premiers rangs de dentelle, je pense. Donc voilà, l'i-cord, c'est pas non plus l'i-cord du patron, c'est un i-cord tout simple que j'ai fait, bien plus simple que celui qui est recommandé par le patron. Pareil pour le bas de la jupe. Et sinon, je pense que c'est les seules modifications que j'ai apportées. Donc franchement, j'ai eu énormément de plaisir à la tricoter. Là, la pièce terminée, je l'ai déjà portée une journée complète au travail. Franchement, génial. C'est-à-dire qu'elle est très, 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 très légère.
Elle ne tient pas chaud à outrance, elle tient chaud, évidemment c'est un vêtement en laine, mais j'ai pas eu trop chaud. J'étouffe pas du tout dedans, au contraire, et en fait elle est super légère, super aérienne. Donc ça fait qu'on n'a pas du tout le sentiment d'avoir une grosse robe en laine sur le dos. Et moi c'était ma première crainte. D'ailleurs j'avais écrit à Eve d'Atelier V3, si tu passes par là, je te fais des bisous, des coucous, parce que c'est un peu grâce à ton retour d'expérience aussi que je me suis lancée. Parce qu'elle a tricoté une robe similaire de la même designeuse, mais qui n'est pas exactement ce modèle. Et je m'étais permis de lui envoyer un petit message pour lui demander si elle la trouvait pas, enfin si est-ce qu'elle la portait vraiment dans la vraie vie et est-ce qu'elle n'était pas trop chaude, trop lourde. Et elle m'avait répondu que non, pas du tout, que elle en tout cas elle la trouvait bien confortable. Donc c'est un peu ce qui m'avait motivée à m'essayer et franchement moi je peux que vous le conseiller. Je suis vraiment ravie de mon expérience du début à la fin, que ce soit le tricot ou le rendu final. Franchement rien à redire. C'est un projet qui peut aller assez rapidement. Moi, au final, je l'ai fait en 2 mois et demi, hein, c'est pas si long que ça. Et 2 mois et demi, en l'ayant laissé beaucoup dormir. Il y a eu plusieurs semaines où je n'y ai pas du tout touché. Je pense que véritablement, si je devrais comptabiliser en jours où j'ai tricoté dessus, sachant qu'en plus, je tricotais pas que sur elle, je tricotais sur d'autres choses, franchement, il y a peut-être eu une trentaine de jours où j'ai tricoté dessus, peut-être allez, maximum 45, mais pas plus, en ayant d'autres projets en cours, donc ça va vraiment vite. Quoi dire d'autre sinon sur la robe en tant que telle, sur la création, bah pas grand chose. Si, ah si, il y a une modification que j'ai faite aussi, c'est que j'ai considérablement réduit la longueur de la jupe. Je crois que j'ai réduit quasiment par 3 la longueur de la jupe avant la dentelle. De tête, j'ai dû faire un peu moins de 30 cm avant d'arriver à la dentelle. Et je suis contente parce que j'ai vraiment exactement la longueur que je voulais. Je l'avais dit, je veux une jupe qui tombe à peu près au niveau du genou, avec plus ou moins 15 cm de jeu. Donc ça pouvait être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Mais voilà, je m'étais vraiment fixé le genou comme objectif. Et bah au final, c'est parfait. Je vais hop monter sur mon canapé pour vous montrer. Et voilà, je vais me tenir droite pour pas que ça fausse. Et vous voyez là, si je plie, voilà, on est un petit peu au-dessus du genou. Donc c'est vraiment exactement ce que je voulais comme rendu. Je trouve qu'elle est vraiment, elle tombe vraiment très bien. Si je me blesse un peu, oh, j'essaierai peut-être de prendre du recul tout à l'heure. Voilà, vous ayez un peu un meilleur aperçu. Voilà, je suis trop contente de ma petite robe. Alors, pour vous raconter un peu, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous êtes sûrement dans l'impatience de savoir ce qui s'est passé avec ma robe. Parce qu'en effet, j'ai eu quelques frayeurs, une très grosse frayeur, peut-être même la plus grosse frayeur de ma carrière de tricoteuse. En fait, donc j'ai terminé, tout s'est bien passé, j'ai fait ma petite dentelle, j'ai fait mon rabat. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'écrire sous ma dernière vidéo pour me conseiller d'utiliser des morceaux de laine de fil en fait en nano-marqueur pour ma robe, parce que je vous disais que pour la dentelle, je pense que ça aurait été plus facile pour moi d'avoir des nano-marqueurs, mais que j'en avais pas qui correspondaient à mes grosses aiguilles. Et en fait, bah déjà merci à toutes. Et c'était une astuce à laquelle j'avais déjà pensé en fait, mais j'avais pas voulu l'utiliser parce que la robe, déjà il y avait une très grosse circonférence, donc je crois que ça me demandait, j'avais calculé quasiment 30 anneaux marqueurs ou bouts de laine pour le faire. Et la manière, enfin... En fait, ça m'aurait pris quelque chose de plus rigide qu'un morceau de laine. Parce que comme on était dans la dentelle, avec les jetés, les machins, je sais que moi, ça aurait été plus une contrainte qu'une aide. Parce qu'au final, je sais que je me serais mélangée avec Enfin, que la texture, ça aurait pas été... Enfin, en tout cas, j'y avais pensé, mais j'avais choisi c'est pas vrai, délibérément de ne pas le faire. Par contre, entre-temps, on m'a envoyé d'autres astuces avec des choses plus rigides, comme notamment des trombones. Il y avait d'autres choses, là, j'ai plus en tête, faudrait que j'aille regarder. Mais ça, par contre, ça aurait pu vraiment fonctionner à ce moment-là. Mais c'est ça, tout n'est pas toujours... Enfin, après, ça dépend de la tricoteuse derrière aussi, hein, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, etc. Donc, bref. Fermeture de la parenthèse. Je termine ma dentelle, je fais mon I-cord.
Et donc là vient le moment de bloquer la robe. Surtout qu'avec la dentelle et tout, c'était quand même une étape très importante. Donc je lui fais prendre son petit bain, je fais couler de l'eau à température ambiante avec du savon à laine, d'ailleurs j'en ai quasiment plus, il faut que j'aille m'en racheter. Je lui fais son petit trempage, je la laisse quand même un petit... Mais moi je fais toujours des trempages assez courts, hein. Je laisse rarement au-delà de 15 minutes en fait. Mais là voilà, j'ai laissé tremper un bon 30 minutes je dirais, tout ça, tout ça. Et là je me dis, bon Mathilde, l'une de tes contraintes, en fait, au moment de laver tes tricots, c'est le fait de gérer l'essorage, le séchage, parce que c'est toujours un peu long. Là, en plus, c'est l'hiver, on peut pas faire sécher dehors. Et vu la grosse pièce que c'est, ça sera pas sec avant un bon moment. Et le risque aussi, quand ça prend du temps à sécher, bah, c'est qu'après, il peut y avoir une petite odeur désagréable d'humidité. Donc je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas le moment idéal pour tester la fonction essorage de ta machine à laver? Est-ce que vous me voyez venir pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé? Donc là, je me dis, allez, super idée, de toute façon, on n'a qu'une vie, il faut l'essayer, il faut bien commencer par un ouvrage. Donc commençons par celui-ci, c'est vraiment l'ouvrage parfait. Parce que s'il y a bien une chose que t'as pas envie de faire sécher pendant 3000 ans, c'est bien la robe qui est super grande, super longue, super large et tout le tintouin. Donc là, je me dis, bon, peut-être il faudrait que je la protège un petit peu. J'ai pas de sac, vous savez, à lingerie ou ce genre de choses pour protéger les vêtements qu'on peut mettre. Donc je me suis dit, ah, je pourrais peut-être la mettre dans une tête d'oreiller. Donc là, je vous demande sur Instagram, tête d'oreiller, bonne idée, fausse bonne idée, utile, pas utile. Donc vous me dites, oui, oui, tête d'oreiller, c'est bien, ça va la protéger. Donc bon bah je fais mon affaire, hein, je la fais tremper, je les sors quand même un petit peu pour enlever le plus gros, je la mets dans ma tête d'oreiller, je la mets dans le lave-linge. Et là, ce qui se passait, c'est qu'on avait un ami qui arrivait vraiment à ce moment-là, qu'elle est arrivée dans les prochaines minutes pour nous déposer son petit chien qu'on allait garder pendant le week-end. Et donc moi je me disais, bah, faut vraiment que je me dépêche parce que je veux pas laisser la robe tourner toute seule. Parce que bah, je veux m'assurer que tout se passe bien. Et moi, j'ai une machine à laver frontale en fait. Donc j'ai un hublot où je peux voir ce qui se passe dedans. Donc je m'étais dit, il faut que je me dépêche de la lancer pour qu'elle puisse se terminer avant que l'ami arrive. Donc je mets ça, je clique sur mes boutons, je lance. Tout se passe bien, ça tourne. Je me dis, oh, c'est bon, ça va, ça se passe bien. Je vois qu'il y a un peu d'eau qui sort de la tête d'oreiller et tout. Donc je me dis, bon, nickel. Et puis tout d'un coup, de plus en plus d'eau. Donc au début, je me dis, bon, c'est que ça commence vraiment à bien s'essorer et tout. Puis quand même, au bout de 30-45 secondes, je me dis, il commence à y avoir beaucoup d'eau là. Donc là, je regarde, mais en fait, je m'étais trompée. J'avais pas mis le cycle essorage tout seul, j'avais mis le cycle rincer, essorer. Non mais là, panique à bord. Parce que je savais très bien que l'eau qui sortait, c'était de l'eau glaciale. Surtout qu'on est au Québec, hein, donc l'eau, quand elle arrive, l'eau froide, en plein hiver, elle est pas tiède, quoi. Elle est froide, bien froide. Donc là, horreur, misère, malheur, je clique sur tous les boutons pour essayer d'arrêter le massacre. Et puis là, j'étais pas capable d'arrêter la machine. Enfin, ça s'arrêtait, mais j'arrivais pas à la débloquer pour pouvoir l'ouvrir et tout. Bref, il se passe la minute la plus longue de ma vie avant que je sois capable d'extirper la tête d'oreiller, qui bien sûr était intrempée de glacial. Donc là, je n'osais pas ouvrir, voir à quoi ça ressemblait. Mais bon, il a bien fallu, donc je suis allée dans la cuisine, j'ai mis ça dans l'évier, je l'ai sorti et là, j'ai vu qu'elle n'avait pas du tout apprécié, quoi. Et je sentais qu'elle était encore gelée, donc je me suis dit, il faut que j'essaie de couper le froid. Donc là, j'ai fait couler de l'eau à température ambiante pour remettre dessus, pour essayer de couper un peu l'effet du froid. Et en même temps que je faisais ça, je me disais, non mais là, c'est probablement pas la meilleure idée. Parce que finalement, la laine, ce qu'elle aime pas, c'est pas tant le froid ni le chaud, c'est les changements brusques de température. Donc là, tu viens de lui faire passer de 25 à 0 degré et tu l'as faire passer à 25. Enfin, t'es en train d'aggraver ton cas. Bref, c'était trop tard, j'étais déjà en train de le faire. Bon, de toute façon, foutu pour foutu, je continue mon affaire, j'y sors, je l'éponge avec mes serviettes comme je fais toujours. Et là, je vois bien que y a beaucoup de mailles en fait, pas partout, mais il y a beaucoup de mailles surtout au niveau en fait des endroits qui étaient un peu plus serrés. Donc au niveau des épaules essentiellement et au niveau de la jupe ici. Là, je vois bien que ça commence à feutrer, que les mailles étaient un peu toutes collées entre elles. Enfin,
voilà, ça allait pas quoi. Et donc là, bah, je me suis dit, bah, faut que je fasse tout ce que je peux pour la sauver. Et donc j'ai passé 30 minutes, donc entre-temps notre ami est arrivé, et j'ai passé 30 minutes par terre à vraiment venir étirer les mailles autant que possible pour les détacher. Et j'ai fait ça en continu pendant au moins 30 minutes, je pense. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je peux plus rien faire maintenant, donc je vais laisser sécher. Et puis régulièrement, je vais venir retirer un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait. Régulièrement, peut-être toutes les heures, toutes les 2 heures, je suis venue retirer un petit peu les mailles pour éviter qu'elles s'accrochent trop entre elles. Et puis bah, j'ai croisé les doigts très fort pour que ça suffise. Et puis à un moment donné, bah, il a fallu aller se coucher. J'allais pas mettre mon réveil à toutes les heures pour aller étendre les mailles. Et je me suis dit, bah, j'aurai la surprise demain matin du résultat. Et finalement, le lendemain matin, quand je me suis levée, elle était encore un peu humide. Je voyais que c'était pas parfait, mais je voyais que c'était quand même bien moins pire que ce à quoi je m'attendais et le rendu qu'elle avait la veille. Et puis elle a fini de sécher et finalement, franchement, très très convenable. Alors, le sachant, on voit un petit peu là, je sais pas si vous allez pouvoir voir ici par exemple, par rapport au reste, que c'est légèrement feutré, mais c'est très 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 léger. Si on le sait pas, on le voit pas honnêtement. Et je pense au final, avec le recul, que le rendu qui m'a fait peur en fait était aussi lié au fait que la laine était mouillée, que le mohair était mouillé, que le mohair était complètement, avec les soreuses en fait, il était complètement ratatiné sur lui-même. Et je pense qu'il y avait un petit peu, alors ça avait commencé à feutrer, oui, mais je pense qu'il y avait aussi un petit effet d'optique lié à la laine et au mohair qui était mouillé. Et je pense qu'au final, dès le début, le rendu était moins catastrophique que ce que je pensais. Mais je pense quand même que j'ai bien fait de venir vraiment détacher les mailles entre elles régulièrement. Je pense que ça a quand même aidé à limiter les dégâts. Voilà, votre curiosité assouvie. Donc finalement, voilà, ça va bien. Je suis vraiment super contente du rendu. Je suis venue mettre un petit élastique au niveau de la taille, hein, comme recommandé dans le patron. Un petit élastique que j'avais acheté là dans le patron, il y a toutes les informations de ce qu'il faut. Je ne l'ai pas trop serré. Au final, même sans l'élastique, naturellement, la robe venait se placer parce que bah, la manière dont elle est construite, ça fait qu'elle a déjà cette forme naturelle, un petit peu ici d'être serrée et puis après de partir plus évasée. Mais c'est vrai que quand même, l'élastique, ça permet vraiment un bon maintien. Comme j'ai dit, je ne l'ai vraiment pas beaucoup serré. Hein, je l'ai vraiment juste fait bah, pour que ça aille à ma taille, en fait, mais il me sert pas du tout. Normalement, on doit mettre des élastiques aussi au niveau des manches, mais je l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était pas utile, surtout que moi je fais que les remonter sans arrêt, les redescendre, enfin bon bref. Donc voilà les péripéties de la robe, voilà, je pense que ça méritait quand même de prendre un petit peu de temps pour faire un retour d'expérience sur ce beau projet. Si vous avez peur de vous lancer, n'ayez pas peur, lancez-vous, franchement c'est une super expérience. Surtout si vous commencez avec un modèle qui se tricote un petit peu large comme ça, bah, ça permet de ne pas avoir un projet qui traîne sur des mois et ne plus en voir la fin. Donc je pense que niveau motivation, c'est quand même assez bien. Et je me dis que j'aimerais bien me faire à peu près une robe par hiver. C'est pas le genre de projet, j'en ferai pas 3 d'affilée. Mais je pense une robe par hiver pour petit à petit venir alimenter un peu ma garde-robe justement. Je pense que ça me plairait bien. J'ai une super expérience avec ce modèle. Alors peut-être un modèle similaire de Anne-Sophie Welling. Elle en a une autre, bah, celle qu'a fait Eve justement, mais là je me souviens plus. Bah, je crois que ça doit être Augustine avec un autre numéro, je pense. Puis je crois qu'elle en a encore d'autres. Donc éventuellement, voilà, on refaire comme ça des tricotés en déjaugé qui se tricotent rapidement et qui sont légères. Franchement, pour moi, c'était la combinaison parfaite. Donc je fais encore un gros bisou à Nicole. Je pense que tu passeras par ici, Nicole, qui m'a gentiment offert le patron de cette robe. Et bah, encore merci. Et comme tu le vois, voilà, ça a été très apprécié, aussi bien le processus que l'objet fini. Donc, quoi de mieux pour ravir le cœur d'une tricoteuse. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, je pense, de cette robe, on va pouvoir passer par ce qui occupe mes aiguilles et mon cerveau en ce moment. Alors, il y a pas mal de choses, j'ai pas mal de projets en cours, mais j'ai réduit quand même considérablement les projets actifs.
Donc là actuellement, véritablement, ce que je tricote depuis les derniers jours, c'est vraiment seulement 3 projets, sachant que donc là je tricote le châle sorbetto, la chaussette lapinou et la petite canne de Cynthia Vallée, je vous en reparle en détail, mais sachant qu'à côté de ça, qui sont actuellement en dormance, momentanément, on a aussi le pulse Veg et on a 3 paires de chaussettes. Plus un châle, mais le châle c'est mon châle de reste que j'ai pas touché depuis belle lurette, donc lui je le compte même plus. Mais voilà, ça va revenir sur le devant de la scène, mais plus tard, quand j'aurai avancé les 3 projets que j'ai identifiés pour le moment. Donc peut-être on va commencer par le châle sorbetto, donc c'est le châle de Nadia Crétin-Leschène que je tricote avec des laines de teinturière québécoise, une laine la plus foncée de bleu poussière et l'autre de beau fibre qui n'exerce plus malheureusement. Voilà, je suis plus ou moins au milieu d'un rang parce que j'ai fait des bêtises et j'ai dû détricoter. Bref, je vous en parle plus tard. Donc le châle. Très rapidement, parce que ça fait un moment que je vous en parle, hein, il est quand même sur mes aiguilles depuis janvier. On commence par une pointe, on augmente tranquillement. De chaque côté, on a une maille centrale. On commence avec du point mousse. On a des rayures, de la dentelle, des rayures, du point mousse, des rayures, de la dentelle. Et puis après, de nouveau, on aura des rayures et du point mousse. Alors, depuis le début, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce châle. C'est pas un match. C'est pas un match entre nous. J'aime beaucoup le rendu, ça oui. Mais je sais pas comment expliquer, j'ai pas d'explication logique, objective pour vous expliquer pour le pourquoi du comment. Mais en fait, c'est un peu mon projet. Je pense que c'est pas quelque chose que je dis souvent et ça me fait un peu mal au cœur de le dire, mais c'est un peu mon projet boulet, dans le sens où je prends pas de plaisir à le tricoter. C'est vraiment difficile pour moi, c'est très rare hein, que ce soit à ce point-là. Et pourtant, je comprends pas parce que j'adore les laines, je le trouve très beau. Mais vraiment, le tricoter, c'est pas du tout un plaisir pour moi. J'ai hâte qu'il se termine, bien honnêtement. D'ailleurs, j'étais même en train de regarder comment faire pour anticiper la fin, pour terminer plus tôt. En fait, je crois que je vais pas pouvoir parce qu'avec sa construction, je m'étais dit je vais arrêter en fait après la dentelle et je vais pas faire les rayures et le point mousse. Mais en fait, je pense que je pourrais pas parce qu'il faut aller à un certain nombre de rangs pour vraiment que le châle se termine de manière droite et non triangulaire comme il est actuellement. Donc je pense que je suis un peu coincée et que je vais devoir aller au bout. Peut-être juste je raccourcirai la partie de point mousse finale, mais je pense que c'est tout ce que je vais pouvoir faire. C'est complètement subjectif, hein. Je pense que vraiment c'est juste lié à moi qui fait que ça marche pas avec ce projet, hein, ça arrive. Après, c'est du Nadia, hein, c'est très joli, le patron est clair. Il y a quand même quelques erreurs, quelques coquilles dans la version écrite de la dentelle anglaise. Alors, c'est pas des grosses erreurs. Souvent, ça va être, par exemple, un marqueur où c'est pas indiqué de glisser le marqueur alors qu'il faudrait, ou c'est pas indiqué ou c'est l'inverse, où c'est indiqué de glisser le marqueur alors qu'en fait il y en a pas ou pas à ce moment-là. Enfin voilà, c'est des petites coquilles comme ça qui n'ont pas vraiment d'impact dans le tricot en tant que tel parce que voilà, c'est souvent lié au marqueur finalement, ou des petits morceaux qui manquent. Par exemple, je sais qu'à un endroit elle nous dit de tricoter, mais elle oublie de nous dire de tricoter les 5 dernières mailles à l'endroit, par exemple. Enfin, voilà, des trucs comme ça qu'on peut deviner par nous-mêmes, donc n'ont pas vraiment d'incidence. Mais c'est vrai que petite coquille sur petite coquille, même s'il n'y en a pas non plus 50, hein, moi ça me frustre un peu en fait, parce que du coup je fais pas confiance au patron. Je me demande tout le temps, ok, là, est-ce que vraiment c'est bien ça qu'il faut faire? Enfin voilà, je remets un peu tout le temps en question. Donc il y a ce côté-là que je trouve un petit peu moins agréable. Donc là, depuis hier soir, j'ai décidé de suivre la charte en fait en version graphique, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent parce que la charte est très conséquente, elle est très large et moi comme je tricote sur mon téléphone avec l'application Knit Companion, c'était pas du tout lisible en fait. Donc là je me suis dit bon, je vais ressortir ma tablette. Et sur la tablette que j'utilise en fait uniquement pour suivre, j'ai acheté ça une tablette premier prix bon marché, uniquement pour suivre en fait les diagrammes ou de dentelle ou de jacquard. Et c'est un petit peu mieux parce que l'écran est plus large, mais quand même je suis obligée de regarder moitié par moitié
du diagramme, donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais au final je me rends compte que c'est quand même plus fluide qu'avec la charte écrite. Encore une fois, pour moi, c'est 100% subjectif, hein, il n'y a pas du tout de... C'est vraiment juste moi, comment est-ce que j'appréhende ce tricot-là. Notamment, donc là j'ai fait une petite erreur ce matin parce que je suivais justement le diagramme et en fait j'ai reçu un message et j'ai regardé le message que j'avais reçu et quand j'ai levé les yeux, je savais plus où j'en étais. J'ai cru que je savais, donc j'ai continué, puis en fait arrivé au bout, je me suis rendu compte que non, mon décompte ne marchait pas, donc là je suis allée tout détricoter évidemment dans un rang de dentelle, sinon c'est pas drôle. Donc là il faut que je reprenne, mais j'arrive presque à la moitié de la dentelle. De toute façon, c'est pas compliqué. On a, là c'est à l'envers, mais on a 1, 2, 3, 4 répétitions. Et là, je suis à la fin de la deuxième répétition. Donc c'est ça, je suis plus ou moins à la moitié. Voilà, donc écoutez, on va le continuer tranquillement. Initialement, je voulais le terminer pour le mois de mars. Mais voilà, je vais pas me forcer non plus. À suivre, à suivre. En tout cas, je sais que je vais être très contente du rendu final, donc bon, c'est quand même ça qui est motivant. Sinon, je l'aurais pas continué, hein. Si je voyais que, en plus de ça, le rendu ne me plaisait pas, j'aurais été tricotée tout simplement. Mais bon, là, j'ai quand même l'objectif d'avoir le châle terminé avec des belles laines que je trouve très belles. Le combo me plaît, donc voilà, on verra. Ça va continuer à avancer gentiment. Ensuite, deuxième projet sur mes aiguilles, c'est les chaussettes Lapinou de Lysandre Hourdin. Alors là encore, je voulais terminer la paire pour la fin du mois pour les avoir pour Pâques. Mais bon, ça aussi, j'ai laissé tomber parce que je veux pas me mettre de pression, encore une fois. Donc ce sera terminé quand ce sera terminé et probablement pas pour Pâques. On est sur des laines ici, création de Telle Telle Fille, teinturière québécoise, un mélange de mérino, cachemire et nylon. Et ici, je ne sais plus, c'était dans mon calendrier de l'Avent. Manon me l'a dit, mais je ne me rappelle pas de tête, bon, c'est pas très grave. Et puis là, j'ai un petit jaune aussi une laine à chaussettes aussi. Donc on commence ici par la tige, hein, comme vous le voyez. Moi, j'ai pas respecté le montage du patron, ni au niveau des mailles, ni au niveau des côtes. Sinon, j'ai fait le petit jacquard de lapin. Ici, c'est le diagramme du damier, parce qu'il y a deux, il y a Vichy et damier. Donc ça, c'est le damier. J'ai pas respecté le patron, j'ai fait mon patron, ma recette personnelle. Et comme vous voyez, je ne fais pas le motif sur le pied. Donc, si je reprends rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé, à mon goût, je ne recommanderais pas pour un premier jacquard en chaussettes. Et je pense que oui, ça peut être fait par des débutants, mais à mon avis, avec quand même quelques allers-retours et quelques prenages de tête, parce qu'il faut beaucoup croiser les fils en fait. Malgré que le motif soit très simple, ça, il n'y a pas de problème, c'est simple, c'est assez géométrique, mais la tension est difficile à gérer. Comme j'ai déjà dit, même moi qui suis quand même un petit peu habituée, j'ai eu du mal à gérer ma tension, donc bon, voilà, c'est un petit peu le... C'est pas un bémol, hein, mais c'est juste que voilà, si c'est votre premier jacquard, c'est pas ce que je conseillerais pour débuter, mais après vous pouvez quand même vous lancer si vous voulez l'essayer. Ici le motif assez facile à réaliser, la tension convenable, quand même difficile aussi encore à gérer parce qu'il y a beaucoup de croisements de fils, même si on est sur du jacquard à 2 couleurs, dans le sens où on n'a jamais 3 couleurs sur le même rang, on a quand même voilà, des fils à gérer, donc bon, c'est quand même du travail. Et justement, mais c'est pour ça que je l'ai pas continué. Le motif est très beau, mais c'était trop prise de tête pour moi. Et c'était pas. Peut-être que à un autre moment de l'année, ça m'aurait plu de le continuer, mais là, j'avais pas envie en fait de ça. Donc, j'ai continué le pied tout simple en jersey. De toute façon, ça sera dans la chaussure, hein, donc c'est pas non plus le plus important. Le talon, j'ai fait ma recette habituelle parce que à ce moment-là, quand je l'ai fait, j'avais pas vraiment le temps ou l'envie de suivre le patron qui est le talon qui était indiqué dans le patron parce que c'était un talon un petit peu inhabituel qui est sympa parce que ça fait une alternative, mais je voyais aussi dans la photo que ça semblait laisser pas mal de trous et ça m'a été un peu confirmé par des personnes qui l'ont fait. Donc au final, peut-être à tester voilà, pour l'expérience, mais bon, je regrette pas d'avoir fait mon talon habituel.
Et bah là, on est parti sur du jersey tout droit. J'ai fait des réductions parce que pour le jacquard, je devais être en 60 mailles. Et moi, je tricote habituellement en 56. Donc une fois le jacquard terminé, j'ai quand même fait mon talon sur 60 mailles. Et le rang qui a suivi le talon, j'ai fait 4 diminutions pour retomber à 56 mailles, qui est ma circonférence habituelle. Donc là, je vais continuer. J'ai fait plus que la moitié du pied pour ma taille. Et je ferai la pointe en rose. Et voilà, ça fera une jolie petite chaussette quand même. Donc je suis très contente. Un très beau design de Lysandre, vraiment très sympa, très Pascal. On a aussi un motif d'œuf de Pâques, très sympa. Au début, je pensais faire le motif d'œuf de Pâques au niveau de la pointe, sauf que finalement, je me suis dit que en rajoutant l'œuf, ça faisait vraiment trop connotation Pâques justement, alors que finalement, les petits lapins, c'était un peu plus passe-partout à pouvoir porter toute l'année, et ça faisait peut-être un petit peu moins saisonnier. Donc finalement, je vais rester sur les lapins. Mais sachez qu'il y a aussi le motif de jacquard pour les œufs de Pâques, et il y a aussi l'explication pour faire le modèle en socket avec le petit jacquard qui va du coup sur le bout du pied et non sur la tige. Voilà pour ce joli patron de Lysandre. Donc là, je prends bien du plaisir à le faire. Je suis impatiente de retourner dans la partie jacquard pour la deuxième chaussette. Mais voilà, Pardon. Je le prends quand j'ai pas beaucoup de temps en fait pour tricoter. Là, je prends juste quelques ronds sur ma chaussette. Puis c'est très bien comme ça. Donc voilà. Ensuite, la dernière chose qui est sur mes aiguilles et là qui est quand même aussi assez sporadique, on ne se le cachera pas, c'est Nana la canne. Allô, regardez cette petite merveille. Oh que c'est mignon. Oh là là que c'est mignon. Oh non, je craque, c'est trop beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, Cynthia Vallée, c'est une génie. C'est une génie du tricot. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec juste du fil et des aiguilles. Non mais franchement, trop mignon. Donc moi je tricote avec de la Flora pour le gris. Ici c'est la même chose en fait que mes chaussettes, une petite laine à chaussettes jaune. Des yeux de sécurité 6 mm comme c'était indiqué. D'ailleurs c'était la première fois que j'en utilisais. Les autres fois où j'ai fait des petits animaux, j'avais brodé les yeux. Et là, bah, comme maintenant j'ai le livre, Un mouche et ses amis, bah, d'ailleurs il est juste là, je vais pouvoir vous le remontrer. Bah, je trouvais sympa d'avoir des petits yeux de sécurité à mettre. Donc je suis contente. Voilà, je trouve que ça fait un beau rendu. Donc ça, c'est le livre que j'utilise, qui est disponible en anglais et en français. Et les patrons sont aussi vendus à l'unité sur Ravelry. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre au complet pour pouvoir le faire. Franchement, donc moi j'avais déjà tricoté de Cynthia Vallée le Bunny Odile il y a 2 ans, puisque c'était pour les 1 an de ma nièce, et là je lui tricote pour ses 3 ans. Et par contre, c'est le premier petit personnage que je tricote de ce livre, que j'ai acheté cet été. Et franchement, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Franchement, le livre, il est génial. D'abord, il est de très bonne qualité, je trouve. Les images sont très belles. Voilà, le papier est très beau. Il y a les petites histoires sur chacun des personnages en introduction. Et surtout, le plus important, donc voilà Nana, c'est très très bien expliqué. Alors déjà, moi ce que j'aime beaucoup, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que j'ai pris la version française, mais moi je tricote pas en français, c'est pas ce que je préfère. Et là ce que j'aime, c'est qu'on est un petit peu comme ce que je fais moi sur mes patrons, si vous avez déjà regardé, c'est qu'on est en français, on a les abréviations anglaise. Donc par exemple, si on a un rang tout à l'endroit, et ben, va avoir écrit K toutes les mailles. Pareil, à l'envers, P toutes les mailles, Yo pour jeter. Donc ça, je trouve ça quand même assez bien. Pour moi, en tout cas, je trouve que ça allège le patron, surtout sur un livre, ça prendrait certainement pas loin du double de pages s'il avait fallu écrire le patron en version française. Tout est très détaillé, on est vraiment pris par la main, il y a des photos, il y a des illustrations. Et en fait, au début du livre, on a ce qu'elle a appelé les leçons. Et ça explique en fait comment, je sais pas, par exemple, comment monter les mailles, comment faire les rangs raccourcis pour la tête, les rabats, les coutures, enfin tout est expliqué en détail. Et donc,
En général, les techniques sont à peu près les mêmes pour tous les personnages. Et quand il y a certaines choses qui diffèrent, et ben, elle écrit que cette leçon-là, c'est pour, par exemple, le montage de mailles de tel et tel personnage. Et tout est expliqué à la lettre. Et notamment, pour le début du bec, on fait un Turkish Caston, si je me trompe pas, que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Enfin, c'est pareil, je l'ai fait une fois, mais je m'étais loupée. Puis c'était il y a une belle lurette. C'était pendant le confinement, je pense, donc ça commence à dater. Et là, j'ai juste suivi le livre. Je n'ai pas eu besoin de regarder de tutoriels YouTube en vidéo, rien du tout. Juste, j'ai suivi les instructions du livre. Et j'ai trouvé ça quand même assez incroyable parce que apprendre une nouvelle technique juste en lisant un patron, moi personnellement, ça m'arrive à peu près jamais. Il faut toujours que j'ai un support visuel à côté. Bon, là, il y a quelques illustrations, mais vraiment, c'est la précision de l'explication, quoi. En tout cas, moi, vraiment, ça m'a scotché. Hein. Vraiment, j'ai été bluffée. Ce qui fait que, malgré qu'on est sur un petit truc un petit peu complexe, un petit peu minutieux, avec quelques techniques, bah, franchement, je pense que peu importe notre niveau de tricot, à partir du moment où on sait faire des mailles en droit, des mailles en vert, et qu'on est capable de tricoter en petite circonférence, donc on maîtrise ou les aiguilles double pointe ou le magic loop, et bien, tout le monde peut le faire. Franchement, c'est tellement bien expliqué, on est tellement pris par la main qu'il n'y a pas du tout besoin d'être expert en tricot pour faire ces petites choses-là. Par contre, ça prend quand même, selon moi, selon mon expérience, d'être capable de s'installer au calme et d'avoir l'esprit suffisamment clair quand même pour avoir une certaine qualité de concentration. Parce qu'on est quand même sur du travail très minutieux, avec de la laine très fine, on est sur des aiguilles de millimètres, on est sur voilà, quelques mailles par-ci, quelques mailles par-là, on suit le patron. Donc c'est pas selon moi, c'est pas la chose qu'on fait voilà, entre deux tâches devant une série avec les enfants qui courent autour de nous. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine. En tout cas, moi, en tout cas, ça me prend voilà, un moment de calme, posé. Je l'ai déjà fait en écoutant un petit film, une petite série ou un petit podcast, je sais plus, mais quelque chose où j'avais pas vraiment besoin d'écouter, quoi, plus pour le fond sonore qu'autre chose. D'ailleurs, les premiers temps, je me suis assise à table. Je ne fais jamais ça, je ne tricote jamais assise à table, je tricote toujours sur mon canapé, dans un fauteuil, mais voilà, jamais à table. Et je l'ai commencé et ça prenait ça. Après, une fois que j'étais un peu partie, là maintenant, j'ai plus forcément besoin d'être sur ma table, mais les premières heures, il fallait. Donc il y a ça aussi, c'est long, hein. Ça c'est plusieurs heures de travail. Surtout moi qui suis pas, déjà un, je tricote pas vite, et deux, bah je suis pas, j'en fais pas souvent, donc bah il faut vraiment que je lise en détail, que j'aille voir les leçons, etc. Donc bon, forcément ça prend plus de temps que quelqu'un qui est habitué. Mais ouais, il y a quelques heures de travail ici. Malgré les apparences. Donc j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je trouve que c'est vraiment un super projet justement pour se vider la tête, pour se relâcher. Vraiment la qualité du tricot qui vient être un peu ce qu'on appelle être le yoga du cerveau, et ben on le retrouve vraiment dans ce type de projet. Dans le sens où on a besoin de se concentrer, mais comme on est complètement pris par la main, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça, on a juste besoin d'être concentré. Et donc on arrive vraiment dans un espèce d'état un peu second, hors du temps, qu'on a peut-être moins dans d'autres tricots quand on est habitué à tricoter. Bah, c'est vrai que moi maintenant, que ce soit même le châle, hein, même si c'est de la dentelle, ça reste quand même assez automatique. Même si je suis le patron, voilà, je suis capable de tenir une conversation, de suivre un film. Voilà, je suis pas dans cet état vraiment de bulle de concentration, comme je le suis sur cet ouvrage, et comme on peut l'être aussi au début quand on apprend à tricoter, ou quand on est un petit peu moins habitué ou à l'aise simplement, parce qu'on peut être habitué et on n'a pas tout le même niveau de confort malgré l'expérience entre guillemets. Voilà, donc comme je disais, après c'est mon retour d'expérience, hein, mais je suis un petit peu là pour ça aussi, vous faire mon retour d'expérience. Donc ça ne veut pas dire que c'est universel, mais c'est ce que j'en pense personnellement. Voilà. Alors par contre, bah justement, ces derniers temps, j'ai pas eu les bonnes opportunités, hein, ce dont je venais de parler, être capable, d'avoir un moment tranquille, au calme, où on peut se poser quand même plus que 10 minutes selon moi, sinon ça devient vite frustrant, je pense, parce que c'est long. Donc si on fait 10 minutes par 10 minutes, en 10 minutes, on fait pas grand chose, quoi. Donc
Voilà, et le cerveau suffisamment libre pour avoir une capacité de concentration. Et là, dans les derniers jours, je n'ai eu ni l'une ni l'autre, ni l'un ni l'autre des critères, donc je n'y ai pas retouché depuis un petit moment. Mais voilà, je me prends pas la tête. Il est tout le temps sorti, les aiguilles sont à côté, le livre est à côté, et quand ça me tente, et ben je le prends. Ça peut être le soir après une journée de travail, hein. Je dis pas forcément qu'il faut être super frais, mais juste il faut avoir l'esprit, faut pas avoir l'esprit, selon moi encore une fois, si on a l'esprit encombré par trop de pensées parasites, en tout cas moi ça m'empêcherait d'avancer sur ce type de projet. Voilà. Donc, bah, ça fait le tour hein, de ce qui est actif sur mes aiguilles, comme je vous l'ai dit. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de très grosses progressions dans les prochains jours, parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Déjà, je manque de temps, et quand j'ai du temps, souvent, en ce moment, j'ai pas envie de tricoter, ou je suis trop fatiguée, ou juste j'ai pas envie. C'est rare hein, que j'ai... Les périodes où je n'ai pas envie de tricoter sont rares, mais en ce moment, c'en est une. Donc, bon, bah, on s'écoute, hein, je me force pas. D'ailleurs, j'ai pu avoir tendance parfois un petit peu à me forcer en me disant oh, pour le podcast, faut quand même que j'avance. Et puis bon, finalement, je me suis dit non, voilà, le but du podcast, c'est certainement pas de se sentir obligé de faire quoi que ce soit, hein, c'est de partager nos expériences. Et le partage d'expériences, ça peut être aussi de vous partager une période où on est un petit peu moins branché tricot qu'en temps normal. Je sais que c'est passager. Et puis voilà, je tricote quand même tous les jours, hein, je dis ça, mais je tricote quand même au moins un minimum 1 heure par jour. Mais voilà, c'est juste que c'est un peu moins, je sais pas, il y a sûrement d'autres choses qui occupent mon esprit en ce moment qui fait que je me tourne moins vers ça. Voilà, c'est tout, c'est tout. Pour autant, je tiens tout de suite à vous rassurer que tout va bien, que je me sens pas spécialement stressée ou fatiguée ou surchargée. Non, ça va, mais c'est juste que bah, en ce moment, je fais beaucoup de choses. J'ai des grosses journées au travail, je prépare aussi des choses. J'ai commencé un petit peu à en parler tout doucement, mais voilà, j'ai aussi un petit projet que je suis en train de mettre sur place, dont je devrais pouvoir vous parler probablement dans les jours, semaines à venir, quand ça va se concrétiser. Et ça me prend pas mal de temps sur mon temps libre, je veux dire mon temps en dehors du temps de travail, donc bah, forcément c'est du temps en moins aussi, et pour le tricot et pour le podcast. Mais bon, ça va se réguler au fil du temps. Et voilà, donc c'est juste la vie en fait qui fait que bon, bah, en ce moment c'est comme ça, mais voilà, ça veut pas dire que ça va pas bien ou quoi que ce soit. Je le précise parce que dans, pas la dernière vidéo, mais celle d'avant, je crois, j'avais senti peut-être une petite pointe d'inquiétude, si je peux dire, dans certains commentaires. Et voilà, il n'y a pas, y a pas lieu d'être, ça va très bien. Voilà. Bon, on clôt pour aujourd'hui. Je pense que j'étais assez bavarde. J'espère que ça a été intéressant pour vous et que ça n'a pas été trop superflu. Je pense que je vais revenir vous voir peut-être une fois pour vous montrer l'avancée et fermer le podcast. Mais je pense pas qu'on sera sur un vlog habituel où je vais venir vraiment papoter un petit peu tous les jours ou presque. Je pense qu'on va juste voilà, faire une petite fermeture dans quelques jours. Je remets en question mes journées, mes jours de publication de vidéos. Ce qui fait que je ne sais pas si je vais clore au courant de la semaine ou si je vais clore pour que ça sorte samedi prochain. Parce que je trouve qu'il y a un peu un certain... comment je peux dire? J'ai perdu le mot, pas embouteillage, mais c'est un peu l'idée le week-end. Je trouve que toutes les vidéos sortent le week-end, et autant pendant un temps ça sortait beaucoup le dimanche, il n'y avait pas grand chose le samedi, donc moi ça me convenait de sortir sur ce créneau-là, mais maintenant petit à petit il y a de plus en plus de personnes qui sortent les vidéos le samedi, ce qui est bien, mais ce qui fait que je trouve que, en tout cas moi en tant que spectatrice, je me sens un petit peu submergée, quoi. Il y a trop de vidéos qui sortent d'un coup à la même période. Donc je me demande est-ce que je sortirais peut-être pas plutôt mes vidéos le mercredi, pour diluer un petit peu tout ça en fait, parce que j'ai pas forcément envie de participer à la surenchère toujours de contenu. Et puis bah, voilà, pour vous, je trouve que c'est en tout cas moi, en tout cas en tant que spectatrice, ouais, je préférais que ce soit un peu plus dilué que d'avoir toutes les vidéos qui arrivent d'un coup. Et puis on se le cachera pas non plus, en tant que créateur de vidéos, c'est pas forcément à notre avantage non plus, parce que bah, plus il y a de vidéos qui sortent en même temps, et moins notre vidéo est mise en avant, parce qu'il y a tellement de choses à mettre en avant que bah, forcément la vidéo elle est moins...
Ça veut pas dire qu'elle est moins vue, moins regardée ou moins bonne que d'autres, mais ça veut juste dire qu'il y a plus de concurrence, entre guillemets. Concurrence, pas le bon mot, parce que moi, personnellement, en tout cas, je ne considère pas mes amies podcasteuses comme des concurrentes, mais je veux dire, il y a plus d'offres, en fait, que de demandes, quasiment, donc bah voilà, c'est moins bon aussi en tant que création de contenu. Donc je m'interroge, ce qui me gêne un peu, c'est que bah, moi par contre ça m'arrange pas forcément de monter en semaine. Euh, donc c'est un peu ça que je suis en train de regarder par rapport à mon organisation. Peut-être que j'essaierai de sortir des vidéos le mercredi, voir un petit peu ce que ça donne aussi bien pour vous au niveau de la visibilité de la vidéo que pour moi au niveau de la préparation. Mais je pense que dans ce cas-là, je continuerai quand même à tourner en semaine. Je ferai mon montage le week-end et la vidéo sortira en fait légèrement en décalé par rapport à la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle sera disponible le mercredi, mais qu'en fait moi je l'aurai montée dans le week-end qui aura précédé. Voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous fait une belle jambe ou si vous êtes un peu d'accord avec mon observation que toutes les vidéos arrivent en même temps et que vous aussi vous aimeriez que ce soit un petit peu plus dilué au courant de la semaine. Ça m'aidera aussi bah, voilà, à prendre une décision éclairée. Bon, je sais que c'est des grandes préoccupations de podcasteuses et que bon, en tant que spectateur, c'est pas forcément ce qui nous préoccupe le plus, mais voilà, c'est quand même important bah, je trouve d'expliquer un petit peu les coulisses aussi, l'envers du décor, hein, c'est ce que je fais un petit peu depuis le début avec ma chaîne, et puis bah, de s'intéresser aussi bah, à ce qui vous plaît, à ce qui vous convient, à ce qui répond à vos besoins. Voilà. Je termine là-dessus, et je vous dis à la prochaine séquence. Connaissez-vous la malédiction de la podcasteuse? Je suis en train de vous parler, mais la vidéo ne tournait pas. Bonne chance pour moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, mais quand même. Bah du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que je venais vous voir, on est mercredi, que j'ai quelques avancées à vous montrer, mais que je reviendrai ou plus tard dans la journée ou demain. Mais que là, je viens plutôt vous voir pour vous parler de certains points que j'ai peur d'oublier. Donc voilà, je prends mon téléphone tant que c'est frais dans ma tête. J'étais en train de vous expliquer qu'aujourd'hui, je porte le gilet Fanny de NCL Knits. Vous avez vraiment la bonne couleur. En plus, c'est cool parce qu'elle est assez difficile à faire ressortir en vidéo. Donc je l'avais tricoté avec de la Gilliatt de Dererum Natura. Et franchement, bah, je l'adore. C'est le tricot que je porte le plus, je pense. Il est extrêmement confortable. La laine est... Bah, la couleur me plaît évidemment. La laine est parfaite pour faire ressortir ce genre de points texturés. Par contre, elle est assez chaude, donc je pense qu'elle est très isolante en fait. Et je pense que c'est vraiment un gilet qui va rester hivernal. À mon avis, dès que les températures vont un petit peu remonter, je vais vite ne plus le supporter en intérieur. Peut-être je pourrais le porter un peu en veste à l'extérieur, mais à mon avis, voilà, son heure est bientôt arrivée pour se mettre dans un petit coin, dans un placard en attendant l'hiver prochain. Pourquoi je viens vous parler? Pour plusieurs raisons. Je vais essayer de ne rien oublier. J'ai 3 sujets. Voilà, si je vous dis 3 sujets, normalement ça va me permettre de me rappeler que j'ai 3 choses à vous dire. Donc la première chose à vous dire, je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo de ma réflexion sur les jours de publication de mes podcasts, blablabla.
Et j'ai fait un petit sondage sur Instagram et en fait j'étais assez étonnée. La journée qui est ressortie parmi celles que vous préférez pour les sorties de podcast, c'est le lundi. Donc pas très loin, bah, il y avait aussi en fait il y avait lundi, mercredi, samedi, mais c'était le lundi qui était en top position. Donc moi je pensais qu'en semaine ça aurait plutôt été le mercredi, mais bon bah du coup bah, je prends note. Je vais regarder un petit peu pour mon organisation, comment est-ce que je voudrais faire, parce que bah, l'idée c'est aussi d'optimiser pour moi, parce que comme je vous le disais, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais si je l'ai pas dit je le redis, actuellement comme je sors mes vidéos le samedi, il faut que la vidéo soit montée le vendredi soir au plus tard. Mais comme je travaille en semaine, c'est vrai que de temps en temps, bah, ça me fait un petit peu, ça me force un peu, il me reste plus que le vendredi soir et ça me force un peu à passer du temps le vendredi soir là-dessus, alors que bah, des fois je suis peut-être fatiguée, j'ai pas forcément envie, surtout que c'est quand même souvent assez long. Enfin moi je suis assez longue en général pour faire mes montages, surtout si je les ai pas anticipés, mais en général je les avance quand même au fur et à mesure. Bref, c'est pour ça que je me dis au final de sortir la vidéo en semaine, que ce soit le lundi ou le mercredi, bah moi ça me permettrait de finaliser mon montage le week-end, donc du coup j'aurai un peu plus de temps. Bah, je travaille pas le samedi et le dimanche, donc ce serait peut-être plus facile aussi pour moi à insérer dans mes journées. Donc bref, je réfléchis à tout ça. Cette vidéo-là sortira samedi, mais peut-être que la prochaine du coup sortira un autre jour. Bah vous verrez, ce sera la surprise puisque j'ai pas encore décidé. Comme je l'ai dit déjà régulièrement, étant donné que depuis le début de l'année j'ai pas un rythme fixe, ni sur la fréquence et maintenant peut-être aussi au niveau des journées de sortie, bah, le meilleur moyen de ne pas manquer c'est d'être abonné à la chaîne YouTube pour que quand je sors les vidéos, bah, elles apparaissent dans votre accueil, et ou de me suivre sur Instagram, Mathilde Tricotte, puisque j'annonce mes sorties de vidéos sur Instagram, donc voilà. En commentaire, si vous avez une préférence, je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit un peu plus tôt, mais dites-moi vous si vous avez des journées préférées ou si vous vous en fichez. Et puis comme je discutais avec Julie de Lolipelote, bah, de toute façon un petit peu, peu importe quand la vidéo sort, on la regarde quand on a le temps. Si elle sort le samedi, bah, il n'y a rien qui nous empêche de le regarder le jeudi suivant par exemple. Donc bon, voilà, je réfléchis un petit peu à tout ça, donc si vous voulez m'aider dans mes réflexions existentielles, n'hésitez pas. Premier point. Deuxième point. Je voulais vous parler de 2 nouveaux podcasts qui sont arrivés dans la sphère YouTube dans les derniers jours, dernières semaines, et que j'ai regardé avec très grand plaisir et dont j'ai envie de vous parler d'abord parce que ce sont 2 personnalités avec qui j'ai beaucoup accroché. J'ai beaucoup aimé le contenu de leurs vidéos et parce que je pense que les personnes qui me suivent devraient potentiellement être sensibles à ce type de personnalité aussi. Donc la première personne dont j'aimerais parler, c'est Rebecca qui a sorti le podcast Tricot Colère, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je vais vous réécrire le nom exact du podcast. Donc Rebecca, c'est une jeune femme québécoise, qui vit à Montréal. Je ne sais pas si elle est d'origine montréalaise, mais elle vit à Montréal et elle a une personnalité très à elle, un univers très à elle, un petit peu rétro. Elle tricote beaucoup de choses sans patron en fait, qu'elle fait elle-même selon son inspiration, ses envies, et aussi je pense selon les laines qu'elle a sous la main, puisque depuis quelque temps elle se tourne beaucoup, presque exclusivement vers de la laine vintage, vers de la laine qu'elle trouve en friperie. Et du coup c'est super intéressant parce que ça nous montre vraiment un univers tricot complètement différent de celui qu'on est habitué à voir dans les podcasts. Souvent dans les podcasts, on voit un petit peu toujours les mêmes modèles, entre guillemets, les mêmes designers, les mêmes laines. Et voilà, il y a quelque chose d'assez conventionnel, même si on a chacun notre univers. Mais là, on est vraiment sur autre chose, vraiment sur un univers très artistique, créatif. Voilà, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je la suis depuis plusieurs années maintenant déjà sur Instagram. Et je savais que ça faisait un moment qu'elle réfléchissait à faire un podcast et j'étais impatiente qu'elle se lance.
Et franchement, c'était vraiment un grand plaisir. Donc Rebecca, je sais que tu passes de temps en temps sur ma chaîne. Si tu vois cette vidéo, eh bien, je te félicite de vive voix et je t'encourage à continuer parce que c'était super top et ça vient vraiment apporter quelque chose en plus dans l'univers YouTube tricotesque. Voilà, donc pour Rebecca. Et la deuxième personne que j'ai découverte, alors lui je ne le connaissais pas par contre d'avant, et j'en avais un petit peu entendu parler ces dernières semaines, très très récemment, au travers de podcasts que je suis. Mais c'est vrai que j'avais pas eu la curiosité d'aller voir sur Instagram, etc. Et là, j'ai découvert qu'il avait sorti un podcast et je suis allée écouter par curiosité et j'ai clairement eu bien fait. Donc là, je vous parle de Clément, Monsieur Knitting. Donc si je ne me trompe pas, c'est aussi son pseudo sur Instagram, Monsieur Knitting. Et d'ailleurs, Rebecca, si je ne me trompe pas, son pseudo sur Instagram, c'est Rebecca Leclerc. Si elle l'a modifié ou si je me trompe, pareil, je vous le dirai. Donc Clément, Monsieur Knitting sur Instagram et sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Et donc lui, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui vient du sud de la France et qui tricote de très belles choses, en tout cas de ce que j'ai vu, parce que voilà, je le découvre en même temps que vous, si vous allez écouter prochainement ces vidéos et que vous ne le connaissez pas déjà. Il a l'air de tricoter des couleurs assez vives, mais sans être non plus excentrique de ce que j'ai vu. En tout cas, j'ai trouvé que tout ce qu'il nous avait présenté était vraiment très beau. Pas mal de Stephen West, parce qu'effectivement, il parle notamment dans son podcast de la difficulté de trouver des designs mixtes, non genrés. Et Stephen West, ça fait partie des quelques designers qui sont assez forts dans cet exercice. Donc, il en tricote pas mal. Et puis, voilà, il explique aussi pourquoi est-ce qu'il aime ce designer, et c'est très intéressant à écouter parce que voilà, il nous parle pas juste des modèles non genrés, mais il nous parle de sa démarche artistique, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Et au-delà des tricots qu'il nous propose, ce que j'ai vraiment aimé dans la première vidéo, je suis pas encore allée écouter le deuxième podcast qui est sorti hier, je crois, ou en tout cas récemment. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment toutes les réflexions qu'il a apportées tout au long de sa vidéo. Ça m'a beaucoup. Il y a plein de points qu'il a abordés qui m'ont fait réfléchir ou que j'avais jamais vu sous cet angle exactement. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sur des choses, globales, comme par exemple, il a pas mal parlé d'entrepreneuriat, des petites entreprises par rapport au tricot, des teinturiers, etc. Et il l'a abordé d'une manière à laquelle, quand on n'a pas forcément fait d'études là-dedans ou qu'on n'est pas forcément dans le domaine du commerce, etc., on ne se rend pas forcément compte de certains coulisses. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont il l'abordait, tout en respectant le travail de tout et chacun. Mais en tout cas, voilà, super intéressant. Et puis toutes ces réflexions étaient intéressantes et un petit peu inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les podcasts tricot, c'est-à-dire qu'il nous a pas juste présenté sa laine, ses patrons, comment il l'a fait. Il est vraiment allé plus loin sur plein de sujets et j'ai adoré cet aspect vraiment presque philosophique en fait de ce premier podcast. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Et puis en plus, pour la personne, ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, ça a l'air d'être quelqu'un qui a un bon cœur, de manière qui a l'air très sincère. C'est quelqu'un qui pour autant est très de ce que je le connais pas, de ce que j'ai vu de la première vidéo et puis de ce qu'il dit de lui aussi, qui est assez franc, mais tout en respectant. C'est ça que j'ai aimé, c'est en tout cas dans son premier épisode, il a fait preuve de beaucoup de franchise, de certains partis pris, mais dans le respect, c'est-à-dire qu'à aucun moment il a été critique ou il a jamais eu de jugement désagréable envers quiconque, mais quand même il a dit ce qu'il pensait et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ça parce que c'est pas facile à faire, d'être capable
de prendre parti sans dénigrer justement l'autre partie qu'on ne soutient pas forcément ou voilà. Donc vraiment un bel exercice. Et puis en plus de ça, il est très agréable à écouter. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Il parle, il a une voix posée. J'ai trouvé qu'il avait une voix un peu apaisante. Donc voilà, tout pour lui. Donc lui aussi, on lui souhaite longue vie. Clément, je ne sais pas si tu passes sur mon podcast. Et là, comme Rebecca, si jamais tu m'écoutes, eh bien j'en profite toi aussi pour te féliciter de vive voix et pour t'encourager à poursuivre. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, je vous encourage vraiment à aller découvrir ces deux univers-là. Et puis à les soutenir, à vous abonner à leur chaîne, à mettre des pouces en l'air, à commenter, à aller voir leur profil Instagram et vous abonner. C'est comme ça, vous le savez, qu'on fait aussi, qu'on donne de la visibilité aux chaînes et c'est particulièrement important pour les personnes qui débutent sur YouTube. Donc voilà, puis ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. Si jamais vous êtes allé écouter la vidéo, vous pourrez me dire en commentaire de cette vidéo ou des prochaines ce que vous avez pensé de ça et j'espère que ça aura été des belles découvertes pour vous aussi. Voilà. Et donc j'avais dit 3 sujets. Heureusement que je l'avais dit au début, comme ça me permet de ne pas oublier qu'en effet j'avais un 3e point à vous dire. La 3e chose, c'est que je voulais vous partager le festival qui va avoir lieu à Québec, donc dans la ville de Québec, le week-end du 13 avril, si je ne me trompe pas. Donc c'est un premier festival, c'est le festival Vitalen en folie, qui va avoir lieu sur 2 jours à Québec. Alors moi j'ai trouvé les informations sur leur page Facebook. Je suis plus très sûre s'ils ont un profil Instagram. Je crois pas qu'il y ait de site web, j'en ai pas trouvé en tout cas. Donc si vous voulez plus d'informations, Facebook, Vitalen en folie. Le logo c'est un petit mouton dessiné. Et c'est une première édition et je vais essayer d'y aller. Alors si ça tenait qu'à moi, j'irai, c'est sûr, mais il faut que j'arrive à convaincre mon copilote de bien vouloir m'y accompagner parce que Montréal-Québec en transport en commun ça se fait mais moyennement en vie et en voiture j'ai besoin d'un accompagnateur parce que j'ai pas encore le droit de conduire toute seule. Donc voilà, il faut que je sois convaincante. Je vais réfléchir à mes divers arguments. Je pense qu'on fera l'aller-retour dans la journée. Et voilà, mais on va essayer quand même... en tout cas, moi, j'aimerais vraiment beaucoup y aller, surtout que cette année, il y a beaucoup de festivals que je ne vais pas pouvoir faire. Malheureusement, à mon grand regret, j'ai du mal à faire une croix dessus définitive. Mais je pense que je ne vais pas pouvoir aller au festival Knit City qui cette année aura lieu à Toronto. C'est vraiment un très gros crève-cœur et je pense que je vais en discuter avec Loris encore, là, voir comment est-ce qu'on pourrait s'arranger parce que malheureusement il y a plein de choses qui font que ça va être très très remis en question. D'abord on va garder le petit chien d'un couple d'amis et en fait quand j'ai accepté, je sais pas ce que j'ai trafiqué parce que je savais que ça tombait pendant la période d'Unicity et je suis sûre d'être allée vérifier parce que si j'avais vu que c'était les dates, malheureusement je leur aurais demandé de trouver une autre solution ou de pouvoir le faire garder pendant ce week-end-là. Et en fait, là je viens de m'apercevoir il y a une semaine que en fait on l'avait pendant le week-end à Toronto, donc là ça fonctionne plus parce que on peut pas l'emmener. D'abord pour lui ça va faire beaucoup de voitures, ça imposerait de trouver un hôtel qui accepte les chiens, ça imposerait de le laisser tout seul à l'hôtel, enfin non quoi, ça fonctionne pas. Donc éventuellement je sais pas, est-ce qu'on pourrait voir avec eux s'ils ont quelqu'un qui pourrait prendre le relais parce que c'est vraiment sur la fin du séjour, on le garde 2 semaines et c'est vraiment les 3 derniers jours en fait de la période où on le garde. Donc bon, je sais pas, on va voir avec Loris si on peut s'arranger avec eux. Et de toute façon, c'est pas le seul problème, parce que l'autre problème, c'est que ça tombe pendant l'anniversaire de ma nièce.
C'était déjà le cas l'année dernière. On avait réussi à s'arranger parce que Knit City était à Montréal, donc en fait, on était allés le matin et puis on était partis à midi, le samedi midi, rejoindre ma sœur, puis on avait pu passer le week-end ensemble et fêter l'anniversaire de ma nièce. Mais là, vu que c'est à Toronto, on pourra pas faire l'aller-retour dans la journée, hein. Toronto, c'est plusieurs heures de route de Montréal, c'est un bon 5 heures, je pense, 5-6 heures. De chez ma sœur, c'est encore plus loin parce qu'il faut rajouter 2 heures de route. Donc bah là pareil, ça m'embête un peu et pour ajouter une couche, eh bien il y aura ma mère aussi. Ma mère, elle vient nous rendre visite au mois de mai et bah, notamment pour être présente pour l'anniversaire de ma nièce. Donc au début, je m'étais dit bah ça pourrait être cool, on pourrait partir à Toronto avec ma mère, comme ça lui ferait découvrir aussi ce qu'elle connaît pas Toronto. Mais bah voilà, je peux pas la priver, sachant qu'elle vient pour l'anniversaire de ma nièce en plus, je peux pas la priver de ça. Donc bref, voilà, ça commence à faire pas mal d'obstacles. Donc je vais essayer de voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour m'organiser, mais j'ai l'impression que c'est mort. Pareil, le festival, donc Festival Knit City, a priori je ne vais pas pouvoir y aller. Festival Twist, j'espère pouvoir y aller. Pour le moment, je ne vois pas encore d'obstacles, donc ça va avoir lieu au mois d'août. Ça a lieu proche de Montebello, donc c'est pas trop loin de Montréal, ça va. Il y a un super festival que j'aimerais vraiment faire, mais c'est mort, qui a lieu là dans pas très longtemps. C'est le festival Le Dernier Rang. Mais là, c'est vraiment trop loin. C'est à Rouyn-Noranda. Je crois que j'ai regardé, c'était quasiment 7 heures de route de Montréal. Alors là, c'est vraiment trop. Je pense pas qu'on. Enfin, c'est presque sûr qu'on n'ira pas parce que ça fait vraiment trop de route sur un week-end. Et puis, un festival que j'avais beaucoup aimé l'année dernière, le festival Pomme de Laine, qui a lieu en septembre. Eh bien, je serai pas là, je serai en voyage. Je vous en reparlerai le moment venu. Et voilà, ça, je pense que... Ah oui, et il va rester encore le festival de la Petite Laine, Rivière-du-Loup, en octobre. Je n'avais pas prévu d'y aller, parce que là aussi, ça fait beaucoup de route. On l'a fait l'année dernière, et je m'étais dit une fois tous les 2 ans, parce que ça faisait beaucoup de route. Rivière-du-Loup, c'est pareil, c'est à 5-6 heures de route de Montréal, donc ça fait quand même beaucoup. Et en plus de ça, il y avait beaucoup d'exposants que j'avais eu l'occasion déjà de voir dans d'autres festivals. Donc je n'ai pas prévu d'y aller cette année, mais on verra si je ressens vraiment une frustration au début de l'automne, parce que j'aurai pas fait ce festival, éventuellement la porte sera toujours ouverte pour aller à celui-ci. Mais bref, je ne sais même plus pourquoi. Oui, je vous parle de ça à la base pour vous annoncer si vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a eu assez peu de pubs. En tout cas, moi, je suis vraiment tombée dessus par hasard en me baladant sur le groupe Facebook Vive la laine. Mais sinon, j'en ai pas du tout entendu parler, donc je voulais vous le dire. Si jamais vous êtes dans le coin de Québec et que vous ne le savez pas, eh bien, il y a un festival, donc week-end du 12-13 avril, et il y a vraiment pas mal de choses. Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal d'exposants qu'on ne voit pas forcément dans les autres festivals, notamment pour tout ce qui est aux alentours de Montréal, probablement parce que ça leur fait pas mal de route. Donc là, comme c'est à Québec, ça doit être un peu plus pratique pour eux. Il y a de plus petits exposants, mais il y a aussi des plus connus, entre guillemets, je pense notamment à Entre Sœurs Hélène, il y a Ma Petite Création, il y a la boutique Madeleine à Québec, enfin voilà, il y a quand même des artisans qu'on a l'habitude de voir dans les festivals, mais il y en a d'autres. Donc je suis super contente, ça va me permettre de découvrir aussi d'autres univers. Et bah, si vous pouvez y aller, allez-y. Je crois que l'entrée est autour de 10 ou 15 dollars par jour. Il y a des ateliers aussi. Moi, il n'y a pas d'atelier qui m'intéresse plus que ça, mais il y en a. Donc, allez vous renseigner. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah, c'est tout. Moi, je pense y aller le samedi, a priori, mais c'est pas sûr encore. Donc, si jamais vous me croisez, bah, n'hésitez pas à venir nous saluer avec Loris, puisqu'on sera tous les deux. Ça nous fait toujours très plaisir à tous les deux de prendre le temps d'échanger quelques mots avec vous, parce que vous, c'est toujours rigolo, parce que vous me reconnaissez, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous êtes parce que vous êtes malheureusement derrière votre écran. Donc il y a un côté frustrant de nouer comme ça des relations et de pas pouvoir vous reconnaître quand je vous croise. Donc surtout n'hésitez pas, ça nous fait toujours super plaisir, même si souvent dans les festivals je fais ça quand même assez rapidement, je suis assez concentrée en général parce que comme je suis pas
En fait, je me sens vite débordée, vite dépassée par la quantité de choses qu'il y a à voir. J'essaie de faire des bons choix parce que c'est quand même des gros budgets à chaque fois, donc j'essaie de pas acheter n'importe quoi. J'essaye de ne manquer personne et en plus de ça, souvent j'essaye de rendre ça assez court parce que la foule, c'est pas vraiment ce que je préfère dans la vie. Donc voilà, mais même si vous voyez qu'on a l'air un peu concentré ou quoi, n'hésitez pas à venir nous interpeller. C'est toujours vraiment un très grand plaisir de vous voir en personne à chaque fois. Voilà, donc je pense que ça fait le tour des 3 informations que je voulais vous donner absolument. Comme je l'ai dit, je reviens vous voir ou en fin de journée ou demain pour clore ce vlog et vous montrer mes 2 avancées principales, Nana et Sorbetto. Et je vous laisse là-dessus. Vous allez avoir la révélation dans les prochaines secondes. Hello, on est vendredi. Non, pas du tout, on est jeudi. Oh là là, ça commence bien. On est jeudi et je viens fermer ce vlog, oui. Alors, par quoi on commence? D'abord, vous voyez Eve ici parce que je suis sur ma pause du midi et j'étais en train de manger avec elle. Elle ne le sait pas, mais oui, nous étions en train de partager un petit repas ensemble. Et bref, j'ai écouté sa dernière vidéo qui est sortie la semaine dernière. J'avais pas encore eu le temps de l'écouter. Et Eve, elle fait partie de mes rendez-vous hebdomadaires que je ne loupe pour rien au monde. J'adore ces vidéos. Elle m'apaise beaucoup. Et bon, j'aime ce qu'elle nous présente, j'aime son univers, j'aime la personne qu'elle nous laisse apparaître à l'écran. Et c'est ça, quand je l'écoute, ça m'apaise. C'est vraiment Eve, c'est vraiment quelqu'un que j'écoute quand j'ai besoin d'un petit moment cocooning. Et je vous ferai même une confidence. Régulièrement, j'écoute aussi ses vidéos sur sa chaîne lecture. D'abord, en fait, non, c'est ça, c'est que j'écoute parce que Eve, elle a une chaîne lecture, parce que c'est une grande lectrice. Et en fait, j'écoute souvent ses vidéos en mode un peu, sur sa chaîne lecture, en mode un peu podcast, c'est-à-dire que souvent je la mets dans mes oreilles, mais je regarde pas forcément l'image. Et souvent, je vais le faire quand, je sais pas, quand je cuisine ou quand je me prépare le matin ou des trucs comme ça. Parce qu'elle m'apaise, vraiment, je sais pas, elle devrait peut-être voir pour faire, comment on appelle ça, de l'hypnose, parce qu'elle a vraiment une voix, en tout cas moi, qui me fait du bien, donc j'adore l'écouter. Et donc en fait, ça, ce que j'allais dire, c'est que j'écoute aussi parce que ça m'intéresse ce qu'elle dit sur la lecture, mais la première raison, c'est plus pour bénéficier des propriétés apaisantes de sa voix. Bon, bref, revenons à nos moutons. Bon, là, je sais pas trop comment m'installer parce que j'ai essayé de faire un setup un peu différent pour que la caméra soit pas trop, que vous m'ayez pas trop en contre-plongée. Sauf que du coup, mon setup est comme un petit peu trop haut. Et bref, vous vous en fichez. Donc, pour commencer, avant que j'oublie et que ça passe à la trappe, aujourd'hui, je porte mon Carl Johan Sweater de Knitting for Olive que j'ai tricoté avec la merveilleuse laine Arequipa de la maison tricotée. Et ils ont fait un réassort très récemment et en fait... j'hésite un peu à m'en acheter parce que pour le moment, je vois pas forcément le projet sur lequel j'aimerais me tricoter quelque chose avec cette laine. Mais c'est vraiment, ça fait partie, je pense, des laines les plus agréables que je n'ai jamais tricotées. Elle est d'une douceur infinie. Elle est super belle. Je sais pas si vous voyez. Bon, là, il faut que je la rase, elle est pleine de bouloches, ça vous le voyez. Je sais pas si vous pouvez voir toutes les petites nuances qu'il y a dans la laine. Attendez, je cache mes yeux. En fait, c'est comme, elle est rose, mais elle a comme plein de petits, elle a du bleu, du vert, du jaune, enfin, elle est comme un peu multicolore, enfin, en tout cas, je la trouve trop, trop belle. Et je sais plus si je l'ai dit, mais c'est du bébé alpaga, je crois, 100% bébé alpaga, si je me trompe pas. En tout cas, voilà, Carl Johan Sweater que j'avais fait avec les cours de la maison tricotée, justement, vous allez sûrement pouvoir les retrouver gratuitement sur YouTube encore maintenant. Et je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est qu'il est un peu trop court et que mes rabats sont très très serrés parce que c'est le 2e pull que j'ai fait, je crois, dans ma carrière de tricoteuse. Donc voilà. Et bon, ça, je ne vous le présente plus. Mon Géogradient de Stephen West que je mets tout le temps. Qu'est-ce que je l'aime.
C'est devenu vraiment pour moi, je le mets, dès que je l'ai pas autour de mon cou, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je le mets tout le temps, je l'adore, il est super doux, il est super confortable. Et voilà. Et en plus, j'ai mis un parfum dessus que m'a offert ma maman il y a quelques temps. Et en fait, le parfum qu'elle m'a offert, c'est un parfum qu'elle portait quand j'étais jeune. Maman, tu passes sûrement par là. Je te fais des bisous. Et du coup, quand je le porte, j'ai vraiment genre toutes les petits souvenirs d'enfance qui remontent. Et donc, à chaque fois, j'ai l'impression de me blottir dans le cou de ma maman. Donc, j'en mets régulièrement. Ça tient quand même longtemps, mais j'en mets, je sais pas, peut-être toutes les 3-4 semaines à peu près. Je vaporise un peu, pas trop, parce qu'il faut pas que ça monte à la tête, mais juste 2-3 pchits comme ça, je laisse un peu s'aérer. Et comme ça, j'ai toujours l'odeur de ma maman avec moi. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, première chose. Je viens de vous dire quelques secondes avant, dans la précédente séquence, que cette vidéo allait sortir samedi. Sauf que si vous êtes là, probablement que vous savez qu'en fait, non, elle est sortie vendredi. Parce que j'ai changé d'idée, parce qu'en ce moment, je change d'idée tout le temps, et voilà, c'est comme ça. Donc, je n'en fais qu'à ma tête. Donc, on est jeudi, midi. Ce soir, maximum, elle sera prête à partir sur YouTube, et vous l'aurez demain, vendredi. Et voilà, c'est comme ça, j'avais envie. Sinon, pour faire un point final de mes avancées, parce qu'on est quand même là pour parler tricot à la base, essentiellement. Mon châle Sorbetto a un petit peu avancé. Quand je vous l'ai montré dimanche, il en était à peu près ici. Donc là, j'arrive à la dernière répétition de dentelle. J'ai pas mal tricoté dessus ces derniers jours, même si j'avance pas vite parce que en fait, je lui ai consacré un gros pourcentage de mon temps de tricot, mais je n'ai pas beaucoup tricoté par rapport à mes habitudes, on va dire. Donc il a bien avancé. La grille en format, comment on appelle ça, la charte en diagramme, là, ça fonctionne, c'est pas en diagramme, Ah, je perds le nom à chaque fois, mais en tout cas, vous avez compris, pas la charte écrite, celle avec les petits carrés. Ça se passe bien, maintenant que j'ai pris un peu le pli, là, ça va mieux. Donc, je suis contente. Je regrette pas forcément de ne pas l'avoir utilisé dès le début parce que, au final, je me dis que voilà, c'était mon parcours sur ce châle. Je pense que au début, ça me convenait la charte écrite et maintenant que je le maîtrise un peu mieux, et bah voilà, l'autre charte me convient plus. J'ai essayé de changer ma vision, mon approche avec ce châle. Je pense que j'ai dû commencer la vidéo en disant que c'était un petit peu mon projet boulet. Et donc, c'est devenu pénible pour moi de le tricoter. Et j'ai essayé un petit peu de le voir différemment et ça m'a beaucoup aidé. La première chose, c'est que je le tricote plus en journée parce que avant je le tricotais très souvent le soir. Et du coup, je voyais pas bien les nuances de la laine comme je peux les voir en plein jour. Donc là, déjà, maintenant, j'essaie de le tricoter le matin et le midi. Et aussi en fin de journée parce que les journées se rallongent, donc je peux tricoter aussi après le travail, quand même un petit moment avant que la nuit tombe. Et donc ça déjà, ça m'a aidé de le voir vraiment sous son meilleur jour, avec vraiment la laine qui se révèle, etc. Donc ça m'a aidé à retrouver le goût de tricoter. La deuxième chose, c'est que à chaque fois que je le tricote, en général, avant, je le tricotais souvent en boule comme ça. Puis je tricotais juste la partie qu'il fallait tricoter, voire là, il y avait une partie qui restait dans le sac. Maintenant, systématiquement, quand je le tricote, je le mets en long comme ça, je le pose sur moi. Parce que souvent, je tricote assise, allongée, enfin bon, bref, je le pose sur mes jambes. Et comme ça, quand je tricote, je le vois vraiment dans son entièreté, en fait. Donc ça m'aide aussi parce qu'au moins, déjà, je me vois plus avancer parce que je vois que j'arrive à la fin du châle et je vois tout le temps l'objet fini que je vais finir par avoir. Et justement, c'est ça la troisième chose, c'est qu'au lieu d'avoir une approche en me disant que c'est un projet boulet que je n'apprécie pas tricoter, et ben je me dis plutôt que c'est un très joli châle que j'ai hâte de porter. Et juste le fait de changer
cette approche, et bien ça fait que du coup ça m'a vraiment redonné l'envie de travailler dessus, de l'avancer. Et voilà, donc je suis contente d'avoir réussi à modifier un peu ce sentiment que j'avais parce que ça devenait pénible en fait et c'est pas drôle quoi. On ne fait pas du tricot pour que ressentir que des choses sont pénibles. On est là pour se faire plaisir, donc c'est un peu dommage. Donc je suis contente d'avoir réussi à changer ça. Et aussi, maintenant qu'il commence à prendre un peu plus sa forme finale, ça m'aide un peu plus aussi à me projeter. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, oui, je sais, c'est très glamour cette position. Cette rangée-là, elle n'était pas si longue que ça. Donc en fait, c'était un peu difficile de le voir vraiment sous son angle final. Que là, ça y est, il commence vraiment à approcher de sa forme voilà, de triangle asymétrique qu'il va avoir à la fin. Donc je pense que ça aide aussi. Et puis d'ailleurs, quelquefois, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis mis un peu autour du cou, voilà, pour essayer de me projeter un peu. Et bon, voilà, ça aussi, ça m'a aidé à me réconcilier avec lui. Donc je suis quand même contente. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà tout dit précédemment dans la vidéo sur ce que j'ai à dire sur ce châle, donc ça sert à rien que je me répète. Il me reste une répétition de dentelle à faire. Après ça, de nouveau les rayures et la fin avec le point mousse. Je pensais être capable de finir la dentelle aujourd'hui. En fait, ça va être plus compliqué que prévu. Je pense que j'avais un peu sous-estimé mon temps de préparation pour mon week-end à venir. Au Québec, on a c'est un peu compliqué. On a un jour férié le vendredi saint et ou le lundi de Pâques. Selon les entreprises, certaines entreprises offrent les 2 jours et certaines offrent un seul des 2 jours. Et moi, j'ai la chance d'être en congé et le vendredi saint et le lundi de Pâques. Donc, on a un week-end de 4 jours qui approche. Demain matin, on part chez ma sœur pour fêter Pâques en famille. On va la fêter samedi. Et samedi, en fin de journée, on part avec Cloris 2 jours à Magog, à côté pas très loin de Montréal. Se reposer un petit peu, se ressourcer, prendre du temps un peu tranquille, ce qu'on ne fait plus depuis un petit moment. Voilà, donc oui, donc tout ça pour dire que ce soir, là aujourd'hui je travaille toute la journée, ce soir il faut que j'aille faire des petites courses, il faut que je range l'appartement, il faut que je prépare tout ce qu'il faut pour le chat qui va rester tout seul, il faut que je fasse mes affaires, enfin bon bref voilà, les trucs classiques quoi de quand on s'absente de chez soi. Et du coup, je suis pas sûre que j'aurai suffisamment de temps pour finir la dentelle du châle. Mais bon, c'est pas grave, je vais avancer autant que possible. Là, il me reste à peu près une dizaine de rangs. Et normalement, si tout va bien, le châle devrait être terminé dans sa globalité d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc normalement, pour le prochain vlog, le châle devrait être terminé. Donc ça c'est cool, et le fait aussi de pouvoir un peu plus mesurer ce qui me reste à faire, ça m'aide parce que vraiment j'avais l'impression de ne plus en voir le bout et j'arrivais pas vraiment à estimer combien de temps de travail il me restait. Et donc là de savoir que allez, dans une semaine il est terminé, bon, ça me booste aussi un petit peu. Voilà, ça c'est pour le châle, et ensuite j'ai avancé sur la canne. Donc Nana la canne. J'ai mes yeux, hop, ça marche là. Ça marche? Non? Non, il m'a quand même trouvé. Bon. Comme ça? Comme ça? Non? Comme ça? En tout cas. Donc vous pouvez voir par rapport au début de la vidéo que j'ai fini la tête et fait une partie du... En fait, j'ai fini le cou. Là, j'arrive au moment de créer les ailes. Donc, rien de plus à vous dire que ce que j'ai déjà dit, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir. La seule chose, c'est que la vilaine a réveillé mes tendinites. Pourtant, j'ai pas tricoté tant que ça dessus. Je crois que j'ai tricoté qu'un seul jour. Et peut-être, je sais pas, peut-être 2 heures maximum, à mon avis un peu moins. Et en fait, comme c'est des petites aiguilles que j'essaye de bien serrer pour avoir un tissu dense et qu'on fait beaucoup de petites manipulations et qu'on est avec des aiguilles double pointe pour ma part, je pense que c'était trop.
Et là vraiment mon bras gauche, je suis pas très contente, il est vraiment en train de partir dans une voie qui ne me plaît pas trop. Donc pour ceux qui arriveraient ou qui sont arrivés récemment, j'ai eu 2 grosses tendinites au niveau des épaules il y a maintenant 1 an ou 2. Et malheureusement depuis j'en ai régulièrement, j'ai régulièrement comme des débuts de tendinite qui arrivent. Donc en général j'arrive à stopper le mal avant que ça s'installe. Mais là je suis pas très raisonnable parce que j'ai pas réduit mon temps de tricot et il faudrait parce que sinon je vais continuer à avoir mal. Donc je vais profiter des quelques jours à venir où je vais être en week-end pour réduire drastiquement mon temps de tricot. D'ailleurs j'hésite à n'emmener que ma chaussette, comme ça au moins je serai pas tentée de faire trop de choses. Et comme ça va offrir quand même 4 jours de repos à mon épaule et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Donc voilà. Oui, la chaussette Lapinou, je vous la remontre pas parce que j'ai avancé d'1 centimètre, ça n'a pas d'intérêt. Et on a fait le tour. Donc là, le châle va être terminé la semaine prochaine. J'aimerais relancer un châle, peut-être pas dans la foulée parce que je vais reprendre mon Pulseweg et que j'aimerais pouvoir lui consacrer suffisamment de temps. Et je sais que si je monte un nouveau projet, le nouveau projet risque de m'accaparer et du coup le Pulseweg va encore être mis de côté. Mais quand même relativement rapidement, peut-être 2 semaines après que j'aurai fini ce châle, j'aimerais en monter un autre. Je pense que je l'avais dit en début d'année. Habituellement, je tricote pas de châle. En fait, j'ai très peu de châles tricotés. Et cette année, principalement parce que ça ne m'intéressait pas jusqu'à il y a pas longtemps de tricoter des châles. Et là, depuis... En fait, je pense que c'est le châle de Stéphanoise qui a débloqué ça. Depuis que je l'ai tricoté, j'ai vachement envie d'en avoir. Déjà parce que je le porte tout le temps, parce que c'est mon seul châle de ce style que j'ai, qui soit pas trop chaud, que je peux porter en intérieur, etc. Et en fait, je sais pas, ça m'a donné envie d'en avoir plusieurs, de différentes couleurs, de différentes formes, plus ou moins chaud, plus ou moins grand, etc. Et voilà, donc je pense que cette année, je vais en tricoter, en tout cas, je vais essayer d'en avoir très régulièrement sur mes aiguilles. Par contre, j'ai pas encore décidé quel serait le prochain. J'hésite peut-être à regarder, à faire un châle un peu printanier, un peu léger. Peut-être le Sambeto va pas être très chaud, il est quand même assez petit, c'est un 2 écheveaux et je pense pas aller au bout de mes 2 écheveaux. Et c'est en fingering, donc il va pas être étouffant, il va être plus léger que celui-là. Mais bref, c'est ça, j'ai pas encore décidé le prochain design. J'en ai plusieurs déjà dans ma bibliothèque, donc je vais essayer de me concentrer là-dessus. Mais voilà, il y aura un autre châle sur mes aiguilles normalement prochainement. Bon, je crois que, si je ne me trompe pas, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. Donc je vais vous laisser ici, la vidéo est déjà quand même un peu conséquente je pense. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end, de joyeuses Pâques si vous fêtez Pâques en famille. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de tricot. Bye bye!